De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 24 novembre 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque vendredi. La version audio qui vous attend sur rmc.fr et puis la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de Black Friday. D'ailleurs, entre deux achats, n'hésitez pas quand même à nous regarder et dépensez pas trop d'argent. Tout à l'heure, Pépé Garcia sera à mes côtés. Avec Pépé, on va revenir sur le Bluetooth. Voilà, technologie sans fil qui a révolutionné notre quotidien en voiture, pour les casques, etc. Le Bluetooth 5.0 arrive, a été annoncé l'année dernière. Qu'est-ce qu'il apporte de plus et surtout, quand est-ce que toutes ces technologies du Bluetooth 5.0 vont-elles être utilisées? On verra ça tout à l'heure avec Pépé qui a enquêté. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag DQJMM, De quoi je me mêle, et sur la page Facebook de quoi je me mêle, bien sûr. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on ouvre le bal avec le club de la presse IT. Je suis ravi d'accueillir cette semaine Eric Le Bourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com et Emmanuel Torregano, dont c'est la deuxième. Salut Emmanuel. Bonjour. Le fondateur d'électronlibre.info. Si vous êtes un fan d'actu, d'éco, de médias, de tech, ben voilà, électronlibre.info. Franchement, ça vaut le coup de s'abonner et d'avoir des infos exclusives. Emmanuel, merci d'être là. On va parler tout à l'heure de neutralité du net. On va parler aussi de mouchards qui arrivent dans les smartphones asiatiques style OnePlus ou même Wiko. Mais pour débuter, avant d'attaquer cette rumeur de smartphone pliable chez Samsung, un mot sur le Black Friday qui se déroule en ce moment. C'est un peu la folie. Oui, c'est en fait c'est chaque année, ça monte, cette folie qui grimpe chaque année, c'est assez dingue d'ailleurs. Hein. Voilà. Cet événement directement importé des États-Unis. D'ailleurs, vous voyez, Eric a un Mac là juste à côté et en même temps qu'il fait De quoi je me mêle, il surveille les promos. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en revanche, les promos, vous pouvez les surveiller sur 01net.com qui recense les meilleurs bons plans du moment. Oui, il y en a beaucoup. Il y a énormément de choses. On a fait un tour de tous les sites d'e-commerce français et sur la high-tech, il y a beaucoup de choses pour le Black Friday. Alors attention, allez-y vite parce que ça dure pas très longtemps. Hein, non, ça dure pas très longtemps. Bon, il va y avoir des offres limités. Ouais, des stocks limités. Bon, ça va courir sur aussi quand même tout le week-end. Et puis il y a le Cyber Monday pour la deuxième couche. Donc voilà. Mais effectivement, tout ce week-end, on va vous diriger vers les meilleures offres pour faire des bonnes affaires. Voilà. Et après, c'est pas la peine d'acheter forcément des trucs parce que c'est le Black Friday. Hein. Réfléchissez bien et rendez-vous compte. Franchement, si vous avez besoin vraiment de changer de smartphone, c'est pas tout à fait le cas tout le temps. Hein. Non, c'est vrai. Par contre, si vous avez besoin de changer d'ordinateur ou de smartphone ou d'acheter des composants, etc., c'est peut être le bon moment parce qu'effectivement, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Et effectivement, il ne faut pas se ruer forcément pour faire de l'hyperconsommation. C'est pas forcément non plus le but. Emmanuel, Eric, on commence par quelques titres d'actu qu'on a pu lire sur 01net.com et peut-être aussi sur Electron Libre d'ailleurs. On va commencer par Samsung. Alors ça fait un moment que ce serpent de mer du smartphone pliable circule dans les bas-fonds du web, mais visiblement là, Eric, il y a de plus en plus de rumeurs. Ça se précise puisque même les grands pontes de Samsung en parlent. En fait, Samsung aurait vraiment dans les cartons un smartphone pliable qu'il dévoilerait bientôt. Il pourrait même être présenté ou dévoilé ou en tout cas montré derrière, vous savez, parfois une vitrine qu'on voit ça au CES de Las Vegas, au prochain CES de Las Vegas. Ouh là là, tu veux dire par là que nous, quand on y sera, on pourra faire des images du smartphone pliable? C'est possible. En tout cas, alors, ce ne serait pas la première fois qu'on verrait au CES de Las Vegas un smartphone ou un ersatz de smartphone pliable. Là, ce qui serait intéressant du côté de chez Samsung, c'est qu'il ait un nom, qu'il ait une date de commercialisation et qu'il arrive vraiment. Parce qu'on sait que Samsung, là, cette année, à côté de ça, ils vont lancer un Galaxy S9, leur flagship, qui apparemment serait pas si, on va dire, innovant que ça. Ils garderaient à peu près le même design, etc. etc. Ouais, il y aurait peut-être un double capteur photo. Comme le Galaxy Note 8. Voilà, et puis s'inspirer un petit peu d'Apple pour étendre la gamme entre deux appareils un petit peu différents, mais qui ont des performances similaires, enfin qui s'appellent en gros suivre le naming Apple avec S9 et S9 Plus. Mais justement, le fait que son S9 ce soit pas hyper innovant, ça pourrait permettre à Samsung de faire un peu un effet waouh au CES avec un smartphone pliable. Alors là, on voit une image qui est un petit peu très pixelisée parce que c'est une image qui était sortie de je ne sais plus quel site qui montrait nous en vidéo, on vous montre un peu à quoi pourrait ressembler ce produit. Alors si vous êtes avec nous en audio, c'est une espèce de
voilà, de trucs pliables, comme une espèce d'agenda papier Voilà. que vous ouvririez, et au milieu, vous avez un écran qui fait toute la largeur de l'agenda, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Samsung, donc effectivement, si on le voit au CES, ce serait cool. Hein, on a déjà vu, hein, comme je le disais, au CES, des écrans pliables, des écrans en tout cas qu'on peut. Ils étaient sous cloche, sous vitrine, etc. Et c'était pas dans des smartphones. Il y a plein de technologies qui existent. Après, effectivement, le défi, c'est d'intégrer ça dans un téléphone, que ce soit suffisamment solide et qu'on puisse effectivement l'utiliser au quotidien, et qu'en plus ça apporte un usage nouveau. Parce que c'est la question que j'avais posée à Emmanuel. À quoi ça pourrait servir un smartphone pliable? Elle est pour toi, celle-là. Hein. Et puis, mais Eric après pourra réagir. Et surtout, est-ce que tu y crois à cette rumeur? Alors, à la rumeur, oui, j'y crois. Je pense qu'en effet, ils ont dans leur laboratoire, puisque comme le dit très bien Eric, il y a plein de technologies qui existent déjà depuis certaines années pour faire des écrans pliables, voire des écrans qu'on puisse rouler. Moi, je me rappelle même des Échos, il y a très très longtemps, qui expliquaient que l'avenir du journal, ça serait un journal donc, qui se rechargerait avec un écran et qui serait pliable. C'est-à-dire qu'on retrouverait la facilité d'emploi du papier, mais dans un écran électronique. Un papier qui se mettrait à jour, en quelque sorte. Qui se mettrait à jour, voilà. Une espèce ça serait le rêve, quand même. Cette espèce de fameuse idée du journal, vous savez, dans Harry Potter, où il voit les images, puis ça se met à jour tous les jours. Bon, bref, on l'a toujours pas vu venir, celui-ci. Les Échos, vous avez remarqué, ne vend toujours pas un support pliable pour être lu. Donc sur les smartphones, oui, Microsoft en avait parlé également il y a quelques années avec je crois que c'était un prototype avec Courrier, voilà, qui revient sur le tapis d'ailleurs. Évidemment, parce que là, ce qu'on voit, comme image que vous montrez du proto, ça ressemble quand même beaucoup à Courrier. Donc ça, il y avait. Bon, bref. Donc la technologie, elle existe. Après, la deuxième question, et tu as raison de la poser. Et si j'ai la réponse, très franchement, je pense que je vais la déposer tout de suite et je serai peut-être riche. Mais pour dire les choses clairement, mais on se pose tous cette question. Bien sûr. Le premier intérêt, c'est l'encombrement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour avoir un grand écran dans un encombrement minimal? Le plier en deux, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est la première chose. L'encombrement, pourquoi pas? Il y a un vrai problème vis-à-vis de ça, et c'est pour ça qu'on a abandonné quand même en grande partie les téléphones à charnière, voilà, les coquilles là. Le premier, c'est qu'il faut l'ouvrir pour avoir de l'info, même si on a mis à une époque des écrans OLED juste dessus, en noir et blanc, pour indiquer 2-3 trucs, l'heure, des choses comme ça, vous vous souvenez. Voilà, Motorola avait fait ça, tout ça. Mais il n'empêche que ça pose toujours un même problème, qui est qu'aujourd'hui, quand vous avez un smartphone, vous faites ça, il s'allume. C'est quand même beaucoup plus simple que de l'ouvrir pour avoir de l'info. Donc ça, déjà, c'est un peu problématique. Il faudra résoudre ça. Deuxième chose, la charnière, c'est fragile. Quoi qu'il en soit, ça serait le retour à une fragilité mécanique qu'on a quand même complètement abandonné avec la plupart des smartphones. Là, tu as ton iPhone X qui n'a pratiquement plus aucun trou ni aucune mécanique à l'intérieur, et bientôt il n'en aura plus du tout. C'est ça le but du jeu, c'est d'arriver à une espèce de galet complètement hermétique et fermé. Voilà. Donc on se retrouve avec un problème de mécanique sur la charnière. Et enfin, le troisième point, moi que je vois, mais depuis longtemps chez Samsung, c'est que c'est devenu une boîte qui aujourd'hui, pour communiquer, parce qu'en effet elle court un peu après son concurrent direct, que je ne nommerai pas, et bien pour courir après, elle est obligée de faire de l'annonce. Elle court après l'effet waouh. Elle court un peu après ça. Elle a un peu du mal à l'intégrer dans un smartphone en disant cette fois-ci je l'ai, parce qu'à chaque fois ils sont un peu en retard. On l'a vu avec le Touch ID dans le dos, qui est une aberration de design totale, surtout quand votre concurrent derrière sort Face ID, c'est-à-dire la reconnaissance faciale. Vous avez vraiment l'air un peu, excusez-moi, mais bon, voilà. Et donc le problème, c'est que Samsung a besoin de faire ça. Eric est d'accord là-dessus. On termine. Ils ont besoin de faire ça. Ils ont besoin de montrer quelque chose qui vont sortir de leur labo, alors que tout le monde bosse sur ces trucs-là. Apple, Microsoft, Google même peut-être bosse sur des écrans pliables. C'est normal, c'est la vie même de la technologie. Et je finis là-dessus, c'est que je pense que Samsung a un vrai problème d'intégration de ces innovations, parce que Samsung a des vraies innovations, mais ils ne savent pas les intégrer. On le voit avec les modèles à écran incurvé de smartphones, qui ne servent toujours à rien, et dont la plupart des concurrents ne l'ont absolument jamais adopté, parce que ça ne sert à rien. Et pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'on ne peut pas intégrer des fonctionnalités dans un écran courbé quand vous ne maîtrisez pas complètement le soft. Donc les smartphones pliables, si un jour ils sortent, il va quand même falloir un jour aussi que Google finisse par réinvestir dans Android pour en faire quelque chose. Là, le problème aujourd'hui... En fait, c'est tout un écosystème qui va être bouleversé par l'arrivée de ce type de produit. Et qui ne peut fonctionner que si Google va dans ce sens-là. Ils ne l'ont pas fait avec les écrans incurvés. Pourquoi est-ce qu'ils le feront avec ça? Je rappelle que le vrai problème pour Google aujourd'hui sur Android, c'est de l'investissement. Ils n'investissent plus dans Android. Donc ça n'avance plus. Avec
peut-être Samsung, ça pourrait le faire, non? Eric, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec l'analyse de... Oui, non, mais en fait, oui. Enfin, moi, sur l'usage, clairement, un écran plus grand sur un device toujours à la même taille, ce serait bien, parce qu'effectivement, ça ouvrirait d'autres usages encore. Mais effectivement, moi, ce que je vois aussi, c'est que le problème, ça va être effectivement, comme dit Emmanuel, l'intégration logicielle. C'est le gros problème de Samsung. Enfin, pas que pour ces écrans courbes, parce que effectivement, les écrans courbes, ça sert pas à grand-chose. Mais de manière générale, ils sont pas très forts en logiciel, Samsung. Leur surcouche est abominable, ou presque. Enfin, je vais pas être méchant. Abominable, t'es un peu non, fort. non, mais enfin, franchement, c'est pas non plus génial. Et là, effectivement, pour avoir un écran 2 fois plus grand et inventer de nouveaux usages, il va falloir qu'ils travaillent sur leur propre surcouche. Avec ça a toujours été un peu la particularité de Samsung, c'est qu'ils sont très bons hardware, hein, ils sortent les dernières puces les plus puissantes, etc., les plus beaux écrans. Mais après, derrière, le soft, c'est pas leur truc, quoi. C'est juste pas leur truc. Moi, je me pose la question, un smartphone avec un écran pliable, mais il faut un 3e écran, les amis, il faut un écran devant, parce que il faut quand même, malgré tout, qu'on garde le form factor d'un téléphone. C'est-à-dire que, à la limite, j'ai mes SMS, je m'en sers comme ça, comme d'un smartphone normal. Et si je veux un grand écran parce que je vais sur le web, parce que je me regarde une vidéo, là, je le déplie. À l'intérieur, je me retrouve avec un grand écran déplié, non? C'est ça l'idée. La vraie question. Parce que je ne vais pas acheter un smartphone qui, fermé, n'a pas d'écran. C'est ce que je disais sur mon premier point. Il y a un problème, en effet, de form factor avec les smartphones pliables, qu'on avait tenté de résoudre un petit peu avec les petits écrans OLED sur certains smartphones. Donc Motorola avait fait ça, comme je disais. Mais en effet, alors après, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire peut-être que il faut abandonner la dénomination smartphone. Oui, c'est peut-être autre chose. Voilà, l'écran pliable, c'est autre chose peut-être. Est-ce que c'est le retour, par exemple, d'un meilleur Kindle, d'une meilleure liseuse? Oui, d'une meilleure tablette. D'une meilleure tablette, par exemple. La tablette, c'est vrai. Après, pour moi, ça pose un autre souci, et que je n'ai toujours pas vu résoudre dans ces trucs-là. C'est que c'est pas très très pratique d'ouvrir quelque chose, de le mettre à l'horizontale, d'avoir un cran et de se retrouver à l'utiliser en réalité. Parce que ce dont on a quand même, qu'on utilise tous dans tous ces machins-là, le smartphone, l'ordinateur, la tablette, c'est des écrans parfaitement plats. Et c'est absolument obligatoire. Les smartphones pliables, ou en tout cas cet engin pliable, pourquoi est-ce qu'on n'en voit jamais vraiment? Interagir avec un écran comme ça. On ne sait pas très bien, est-ce que c'est vraiment pratique d'avoir un écran comme ça, ou il faudra le mettre à chaque fois comme ça? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, autant acheter une tablette. Bon courage aux ingénieurs de chez Samsung et rendez-vous en janvier pour le CES peut-être, ou peut-être un petit peu plus tard pour le Mobile World Congress. On enchaîne avec cette histoire qui ne fait pas forcément du bien à certains constructeurs de smartphones asiatiques. Non. Des mouchards seraient... en plus, ce sont des smartphones qui ont pignon sur rue. Hein, oui, Wiko, là, on en parlait la semaine dernière de OnePlus. Là, cette fois-ci, c'est une marque que beaucoup de Français connaissent. Bien sûr. C'est une marque française. Hein, c'est Wiko, une marque française, oui. Mais alors, par contre, les smartphones sont évidemment fabriqués en Chine. Ouais. Et c'est une marque ombrelle pour une société chinoise aussi, qui fabrique ses téléphones en Chine. Et c'est toujours le même hacker. Alors, il s'appelle Elliot Anderson. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, Elliot Anderson, mais c'est le personnage principal de la série Mr. Robot. Et c'est pas son vrai nom. C'est pas son vrai nom, non, mais effectivement, il reprend sur Twitter les codes de Mr. Robot pour en fait un petit peu aller ennuyer les fabricants de smartphones qui sont un petit peu peut-être pas très regardants envers nos données personnelles. Ça fait déjà un épisode, un scénario d'un bon épisode de Mr. Robot. Oui, c'est un bon départ, effectivement. C'est dingue. Et là, ce qu'il a montré là cette semaine, c'est qu'effectivement, Wiko, les smartphones Wiko, de nombreux smartphones Wiko, envoient des données sans le consentement de l'utilisateur vers des serveurs chinois en Chine, sur des serveurs de Tino. Donc Tino qui est l'entreprise qui fabrique les smartphones Wiko. Donc et c'est pas des informations qui sont juste, c'est des informations assez importantes puisqu'il y a notamment l'IMEI du téléphone. Donc c'est le numéro unique du téléphone. C'est la plaque d'immatriculation du téléphone. En quelque sorte. Il y a le numéro de client, il y a la localisation GSM de téléphone qui peut être aussi transmise. Donc c'est quand même des informations qui peuvent être sensibles. Et effectivement, on se demande aussi pourquoi ils font ça. Il n'y a pas de coordonnées bancaires, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de coordonnées bancaires, etc. Mais rien qu'avec ce genre de données, on peut vous retrouver. Et effectivement, ces données sont envoyées vers la Chine. Alors, Wiko a fait amende honorable. Ils ont expliqué qu'ils vont changer les choses, etc., etc. Mais c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que c'était pour eux, ils ont présenté ça comme de la maintenance en fait des téléphones pour essayer d'améliorer l'expérience. Exactement, c'est ce que vous diront à peu près toutes les entreprises qui font ça. Oui, on peut y croire. Évidemment que
que tout le monde, toutes les entreprises qui commercialisent des logiciels et du hardware ont des fonctions de télémétrie. C'est aussi le cas chez Microsoft, c'est le cas chez Apple. Même chez Apple, etc., on vous demande, quand vous installez un iPhone, est-ce que vous voulez qu'on partage des informations Encore faut-il que les informations partagées soient réglo, quoi, que ça aille pas trop loin. Et là, on a aussi appris que Google, cette semaine, même quand vous éteignez la localisation sur votre smartphone, continue à choper les positions cellulaires de votre téléphone. La triangulation. Et donc, ce qui permet à Google, effectivement, d'avoir au final quelque chose de plus précis, mais c'est quand même des données que vous transmettez, alors que vous avez expressément dit que vous ne vouliez pas être géolocalisé. Donc, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui va monter en puissance dans les semaines qui viennent. Bon, là, c'est Wiko. Wiko a réagi très vite. Alors oui, parce que ce hacker, là, Elliot Anderson, est assez pushy avec les marques. Il les interpelle directement sur Twitter et leur dit vous n'avez pas quelque chose à nous dire là-dessus, etc., etc. Et en fait, ça fait vite le buzz, puisque les données personnelles comme ça qui sont transmises vers des sujets chinois, ça marche pas mal. Et surtout, il en a encore sous le coude apparemment, puisqu'il a dit qu'il va s'attaquer à d'autres marques, notamment par exemple Huawei. Donc il est possible qu'on ait encore un autre épisode de cette série Mr. Robot. OnePlus a réagi ou pas? Parce que OnePlus a le même mouchard en fait que les téléphones Wiko. Exactement, OnePlus a réagi, ils ont promis aussi qu'ils allaient corriger certaines choses, mais voilà, il va continuer à suivre ça avec attention. Et c'est assez intéressant de voir ça en tout cas. Emmanuel, tu veux réagir là-dessus? Alors il y a plusieurs points là-dedans. En effet, tout le monde le fait. On se rappelle qu'il n'y a pas très très longtemps, Apple a eu exactement le même problème. Quand vous supprimiez le Wi-Fi, par exemple, il vous expliquait qu'en fait, non, pas vraiment, parce qu'il a quand même toujours besoin d'avoir des données de triangulation. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ces boîtes, elles cartographient l'ensemble du monde, si elles peuvent, pour savoir où sont les points d'émission de Wi-Fi, de 3G, de 4G, enfin bref. Ça leur permet en effet de mieux vous le géolocaliser, c'est-à-dire d'aller toujours plus vite dans la géolocalisation. On fait un premier point sur la triangulation, on attend que le GPS se réveille. Une fois que le GPS se réveille, on peut vous dire où vous êtes. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Et d'une certaine manière, l'usage qu'en fait l'utilisateur, qui est est-ce que je mets ou non la géologue, ça les embête. Voilà, c'est vrai, c'est clair, ça les embête. Est-ce que c'est du plus produit ou est-ce que c'est une façon d'enfreindre la privacy, c'est-à-dire les données personnelles de l'utilisateur? Il va falloir que ça soit réglé. Là-dessus, vous avez raison. Le deuxième point qui est plus embêtant, c'est la Chine. C'est-à-dire que quand vous soyez... on n'a rien contre la Chine, attention, quand tu dis ça. Non, enfin 80 millions de morts. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas être polémique là-dessus. Mais il n'empêche que si vous envoyez vos données chez Google ou Apple, on peut estimer que c'est une démocratie dans laquelle l'ensemble des droits des citoyens sont relativement bien défendus. Ça n'a rien d'une situation idéale, mais ça l'est. Vous pouvez les attaquer, vous pouvez faire des classes actions. Ça arrive très régulièrement aux États-Unis et ça peut fonctionner. Essayer de faire la même chose en Chine, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le vrai problème dans toute cette histoire, c'est où vont les données. Est-ce qu'elles vont en Russie, ou est-ce qu'elles vont en Chine, ou est-ce qu'elles vont aux États-Unis? Ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, ce sont des données anonymisées. Je veux dire, on n'a pas de données personnelles. Certes, mais avec un IMEI, on peut quand même. C'est une donnée unique. Oui, mais avec l'IMEI votre numéro de client Wiko, c'est pas. Il est possible de quand même, avec ces données-là, de vous retrouver en un sens. Mais tu sais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui associent leur IMEI à leur nom, à leurs coordonnées personnelles? C'est rare quand même. Enfin, je veux dire, on va pas. Certes, mais bon, il s'agit quand même de données sensibles. D'accord. Je pense qu'on ne peut pas extrapoler sur l'usage qu'ils en feront. Encore une fois, ce sont des données qui vont quelque part. Il est normal et il est logique qu'à un moment, les politiques s'y attaquent pour faire une régulation, demander une régulation au niveau de ces données-là. Ça pose problème parce que, comme je vous disais, ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes réglementations, ce n'est pas les mêmes législations. Donc, il va bien falloir à un moment que les pays émetteurs de données, c'est-à-dire les pays des utilisateurs, la France par exemple, se soucient de la question pour faire une régulation en disant voilà, si vous voulez vendre des smartphones en France à des utilisateurs français, vous devez respecter. Et c'est ce que d'ailleurs la Chine demande quand vous avez un smartphone en Chine. Elle demande que vous respectiez les règles locales, qui, je rappelle, sont très embêtantes. Donc nous, on peut demander exactement la même chose. Enfin, la France ou les pays européens ou Amérique du Nord peut demander vis-à-vis de la Chine, qui est le grand fabricant de smartphones, voilà, vous devez respecter quelques éléments législatifs. C'est une question de principe. On ne leur demande pas de savoir celle-là, vous avez le droit de la passer, celle-là, vous n'avez pas le droit de la passer comme donnée. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire. Puisque c'est opaque. Je vous rappelle, on peut imaginer que tous
tous les smartphones ont ce type de système, non? Enfin, aujourd'hui, on ne le sait pas, mais peut-être qu'on aura des scandales. Après, ce qui est important, c'est déjà d'avoir le consentement de l'utilisateur. Oui, parce que si vous n'avez pas le consentement de l'utilisateur, s'il ne sait pas... Et que ça soit sincère. Et que ça soit sincère. Non, mais Eric, ce consentement de l'utilisateur, est-ce qu'on l'a pas forcément quand on appuie OK sur toutes les conditions d'utilisation du smartphone quand on le met en route pour la première fois? Je n'ai pas... Qui s'amuse à lire ces dizaines et c'est vrai. dizaines de pages? Vous avez quand même, quand vous configurez un smartphone, j'ai configuré un Samsung par exemple hier, vous avez par exemple vous avez une case, c'est données d'analyse. C'est typiquement ça, les données d'analyse. Elles sont mises en avant quand même. Elles sont mises en avant. Vous pouvez effectivement le décocher ou non. De toute façon, tout ça, Emmanuel en parlait, ça va être peut-être un petit peu réglé grâce au règlement européen sur la protection des données qui va, en tout cas, il y aura une nouvelle législation en Europe qui va sans doute clarifier les choses là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui est d'ailleurs, qui répond à l'inquiétude de François là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que vous tapez des CGU que personne ne lit. Si ces CGU ont été revus par un règlement européen, bah oui, vous avez le droit de dire OK sans vraiment regarder ce qu'il y a dedans. Parce que finalement, la force publique a agi pour vous avant, au préalable, en amont. Troisième titre d'actu, alors là c'est du lourd les amis, accrochez-vous, c'est la neutralité du net. Alors bon, voilà, au sujet un peu serpent de mer aussi, on en parle régulièrement, mais là visiblement le régulateur américain qui a changé avec Trump, visiblement ne conçoit pas la neutralité du net comme son prédécesseur. Non, puisque à la tête du gendarme des télécoms américains, il y a quelqu'un qui est contre la neutralité du net, en fait, tout simplement, et qui veut revenir à une législation qui existait avant l'ère Obama, on va dire, et qui vient en fait de présenter son plan là aux États-Unis, et ça fait un gros scandale là-bas, évidemment, puisque en gros, pour résumer ce qu'il veut faire, c'est en gros laisser les opérateurs beaucoup plus libres de ce qu'ils peuvent faire, transiter par leur réseau et comment ils gèrent leur trafic. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait un Internet à plusieurs vitesses. Par exemple, je suis un gros consommateur de bande passante, je paierai plus cher. Par exemple, je pourrais avoir une offre de la part des opérateurs, une offre simplement surf, pas cher, une offre plus chère avec de la vidéo à l'intérieur, c'est ça? En fait, ça peut être ça, mais il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, et il y a eu des exemples par le passé. Non, mais pour qu'on comprenne bien, parce que c'est vrai que c'est un peu opaque quand même la neutralité du net, on comprend pas trop. Oui, c'est par exemple, vous pourriez avoir accès à certains... On va dire, imaginons le cas le pire, un opérateur pourrait avoir le droit de bloquer un site parce qu'il n'a pas envie que vous ayez accès à ce site. Alors ça ne se fera pas parce qu'il faudrait être bête pour un opérateur de vous interdire l'accès, ou par exemple, on pourrait dire à BitTorrent, ce qui a déjà été fait aux États-Unis. Un opérateur pourrait vous dire je ne veux pas que BitTorrent soit important sur mon réseau, donc si vous êtes abonné chez moi, vous n'avez pas le droit d'utiliser le protocole BitTorrent. Ça, c'est des exemples qui ont déjà eu lieu. C'est un peu extrême, c'est des exemples extrêmes. Oui, mais enfin, ça montre bien... qui sont régulés par la concurrence aussi. Ce vers quoi on pourrait aller éventuellement si ce n'est pas régulé. Et puis, alors, il y a ce côté-là, il y a aussi le côté, on va dire, des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire que Netflix, si demain on casse cette neutralité du net, pourrait être obligé de financer les tuyaux vers les opérateurs, parce que l'opérateur pourrait dire, écoutez, moi, il faut mettre des tuyaux plus gros pour faire passer tous vos débits, toutes vos vidéos, etc. Donc, c'est embêtant aussi pour Netflix, pour YouTube, j'imagine. Oui, effectivement. Emmanuel, alors bon, il y a un article complet qui vous attend sur la neutralité du net sur electronlibre.info. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est chaud là ce qui se passe aux US? Alors, d'abord, c'était attendu. Trump, quand il a fait campagne, il a expliqué qu'il y avait un problème vis-à-vis de l'Internet et que l'une des questions qui allait être soulevée, c'était celle de la net neutralité. Alors, faut se remettre dans le contexte libéral américain parce que, en effet, comme tu dis, François, techniquement, on ne sait pas très bien quelles seront encore les conséquences parce qu'aujourd'hui, on peut même estimer qu'on ne vit pas un Internet qui est neutre. C'est déjà pas le cas. Il y a déjà des accords entre Netflix et des opérateurs de télécom aux États-Unis, avec Comcast, on le sait, qui doivent être autour de 50 millions de dollars par an ou un truc comme ça, qui leur permet d'aider, on va dire ça comme ça, aider à faire transiter les informations, donc les vidéos. Ils ont construit des autoroutes conjointement. Voilà, ils se sont entendus. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup de canif dans la net neutralité en tant que principe de régulation globale de l'Internet? Oui. Donc, est-ce que la net neutralité existe vraiment? On ne sait pas très bien. Donc, les conséquences est-ce qu'on arrête complètement la net neutralité dans les textes? Parce que c'est ça la question. C'est qu'en gros, les textes dont parlait Eric, qui ont été votés avec l'administration Obama, qui pour Trump est juste communiste.
Vous vous rappelez, hein, c'est à peu près ça. C'est extrême. Le rapport, hein, c'est juste un putain de communiste. Ouais. C'est à peu près que ça. Hein, et en plus, il n'est pas américain. Bon, bref. Donc, la question que se pose aujourd'hui Trump et le type qu'il a nommé à la tête de la FCC, hein, c'est voilà, Ajit Pai, qui lui-même avait déjà annoncé que son qui était l'ancien patron de Verizon, hein, quand même, voilà, qui est l'ancien patron gros de opérateur. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit totalement neutre dans l'histoire. Leur argument, c'est il connaît bien le métier, mais si on libère le marché des télécoms de ce cadre communiste, on va faire baisser les prix. Donc, alors ça, pour le consommateur américain, tout de suite, ça fait cling-cling dans les yeux. C'est genre, ah bon, vous allez baisser les prix, mais comment vous faites? Rappelons que les abonnements Internet aux US coûtent très cher. Ça coûte très cher. Voilà. Au moins $100. Si on les fragmente avec des services du genre, vous utilisez YouTube, Netflix, mais vous utilisez moins un autre, et on va vous faire un peu moins cher. Donc un abonnement à la carte. Donc on n'est plus dans l'Internet, on est dans de la télé payante, vous voyez, c'est ça. Si on vous donne le bon schéma pour comprendre. Donc ça, on n'a pas un full access en fait à tout ce que propose Internet. Enfin, ou en tout cas, ça serait vu autrement, c'est-à-dire qu'on privilégierait plutôt qu'on arrêterait. On dirait, voilà, vous avez une bande passante meilleure sur YouTube, c'est si génial, vous allez pouvoir consommer YouTube beaucoup plus facilement. Mais vous payez un peu plus. Mais, alors, je reprends tout ça, c'est déjà le cas. En réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème par rapport à un FAI, et même en France d'ailleurs, c'est que vous payez un all-in, vous avez le droit à tout, mais en réalité, quand l'opérateur il monte ses réseaux, il se pose la question, en effet, alors il faut quand même que je connecte bien à Netflix, puis il faut que je connecte bien à YouTube. Donc je vais aller voir YouTube, je vais aller voir Netflix, on discute. C'est pour ça que chez certains opérateurs, YouTube et Netflix marchent moins bien parce qu'ils ont pas... On a eu le cas avec Free, vous vous rappelez, sur YouTube. Qui se poursuit d'ailleurs. C'est toujours le cas. Qui va Netflix chez Free, c'est parfois un peu compliqué. Donc la question aujourd'hui, c'est que déjà, vous payez dans vos 30 € par mois, vous payez déjà l'investissement de ce FAI pour avoir... donc cette privilégiation de la bande passante de certains services. Donc tout ça est déjà le cas. Et enfin, le dernier élément dans toute cette histoire, c'est qu'en effet, les opérateurs de télécom demandent depuis longtemps aux États-Unis que ce marché soit libéralisé, c'est-à-dire qu'en effet, ils puissent faire des offres comme ils veulent, d'une certaine manière. Et que, alors ça c'est un peu le côté compliqué de cette histoire, qu'ils peuvent aussi faire des offres comme ils veulent avec des fournisseurs de contenu qu'ils ont achetés. Oui. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'en effet, si on avait laissé faire, même si ce n'est pas complètement terminé, AT&T est en train de racheter Time Warner, autrement dit, c'est comme si Orange, aujourd'hui, allait acheter TF1 ou Canal+. Est-ce qu'ils ne privilégierait pas les contenus de là, ça pose un vrai problème. Ouais, ça pose un vrai problème de distorsion de concurrence sur un marché où on retrouverait finalement une intégration par silo entre les opérateurs de contenu et les opérateurs de télécom. Est-ce que la concurrence, finalement, n'est pas le meilleur ennemi de tout ça? Parce que forcément, il y aura des enfin, est-ce qu'on peut imaginer l'entente entre tous ces opérateurs? C'est compliqué, malgré tout, il y a une concurrence acerbe. C'est ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, évidemment, que celui qui aura l'offre... Le premier qui va sortir ça, il va se faire flinguer par les autres. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, déjà la neutralité du net, c'est pas un sujet qui intéresse, on va dire, le commun des mortels. Bien sûr. La plupart des gens, ils ont envie d'avoir un maximum de contenu à une vitesse correcte et le moins cher possible. Donc effectivement, si on n'est pas déjà sensibilisé à cette question, peut-être qu'on s'en fiche en fait, et peut-être qu'on s'en fiche d'avoir BitTorrent sur son accès à Internet, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un maximum de chaînes de télé et des mails. Ouais, peut-être. mais moi, je voulais aussi revenir sur le fait, sur cette histoire de Netflix et de Free. La différence peut-être entre ce qui se passe entre Netflix et Free, c'est qu'un accord de peering payant, donc il faut que les tuyaux soient plus gros, mais ça vient de l'usage. C'est-à-dire que en fait, beaucoup de gens regardent Netflix, beaucoup de freenotes regardent Netflix, donc il faut adapter ces tuyaux au fait que, éventuellement par un accord payant, au fait qu'il y a beaucoup de demandes de contenu Netflix. Mais dans le cadre d'un arrêt de la neutralité du net, imaginons que Free, je sais pas moi, rachète Dailymotion et qu'ils veulent que Dailymotion devienne... mais là, il y aurait en fait un push de Free pour que Dailymotion devienne la plateforme importante. En fait, la différence, c'est qu'il y a d'abord l'usage des internautes qui fait qu'effectivement derrière les industriels, ceux qui font les gros tuyaux qui arrangent Internet, doivent s'arranger entre eux pour que la personne au final qui est derrière son écran puisse avoir un contenu correct. Mais ce n'est pas la même chose que la neutralité du net, ou l'absence de neutralité du net plutôt. C'est en tout cas un vaste débat, et la chose qu'on peut dire quand même, c'est qu'en Europe pour l'instant,
Elle est plutôt un peu protégé, oui. Alors c'est soumis quand même à des variantes locales, hein. Mais il se pourrait quand même que la situation évolue. Il y a plein d'autres choses dans la neutralité du net qui pourraient arriver, notamment sur mobile. Et parce que là encore, c'est un champ complètement nouveau et avec toutes les offres qui vont arriver, il est possible qu'il y ait quand même quelques coups de canif là-dedans. Donc il va falloir faire très attention aussi. Eh bien, on en parlera ici. Ouais. Emmanuel, dernier mot? Non, c'est fini? Non, sur ce point, on a fait le tour. On a tout dit. Oui. Et puis, si vous voulez en savoir plus, electronlibre.info. Oui, tout à fait. Voilà, et 0net.com aussi. Ouais. Pour matcher les infos et avoir le meilleur. Merci beaucoup, Emmanuel Torregano. C'est un vrai plaisir de t'avoir dans De quoi je me mêle. Et merci à Eric Lebourgeois. Merci. Qui est là toutes les semaines, vous le savez, rédacteur en chef de 0net.com. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite de ce De quoi je me mêle avec Pépé Garcia qui me rejoint. On va parler du Bluetooth, les amis. Ça faisait un moment. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.